joueuse et deuxième meilleure buteuse de l'équipe du Nigeria féminin de football au championnat d'Afrique de football féminin. Sélectionnée dans l'équipe nationale féminine du Nigeria avec une capacité à une certaine polyvalence dont milieu de terrain et attaquante, elle y est surnommée Seedorf, j'espère que je prononce bien, du nom du footballeur masculin Clarence Seedorf, ancien international néerlandais et ex-sélectionneur du Cameroun. Elle est née au sein d'une famille yoruba musulmane et polygame. Assisate à 5 frères et sœurs. Ses parents, commerçants dans le domaine aussi divers que le monde de l'or, dès l'âge de 15 ans, Assisate Oshoala décide de consacrer sa vie au football. Réputée pour son caractère affirmé, la footballeuse débute sa carrière dans 2 clubs locaux, Robot Queens et Rivers Angels. C'est dans ce dernier, basé à Port Harcourt, que la jeune attaquante, loin de sa famille, se fait remarquer en empilant les buts et titres, soit un championnat et une coupe. Brillant tant au niveau national qu'international, elle a connu divers clubs en Europe, en Asie et aux États-Unis. Elle est la première africaine à être nommée Ballon d'Or, apparaissant sur la liste des 30 nommés qui rentrent en lice pour tenter de décrocher ce titre. Elle remporte le prix de la footballeuse africaine de l'année 6 fois, soit en 2014, en 2016, en 2017, en 2019, en 2022 et en 2023. Hormis le football, elle est fondatrice d'une académie à Lagos. Assisate Oshoala a ouvert son centre de formation destiné aux jeunes joueurs âgés de 12 à 18 ans. Une initiative qui vise à fournir une formation de qualité, mais surtout offrir des opportunités aux jeunes talents nigériens à réaliser leurs rêves dans le monde du football. Au-delà du terrain, Assisate est un symbole d'émancipation et un modèle pour toute une génération de jeunes filles. Petite précision, l'équipe de football féminin du Nigeria est la meilleure en Afrique. Elle est notamment 9 fois championne d'Afrique. 9 fois championne d'Afrique. On dirait que les autres pays, là, les Camerounaises, là, on dort ou quoi? Non, on ne dort pas. Audrey. Alors moi, je peux dire qu'on dort. Oui, moi j'allais dire, je savais pas que je devais avoir un homme sur le plateau. C'est pour ça que j'ai pas voulu entrer vraiment dans les détails, parce que je me disais, on n'aura pas les commentaires qu'il faut. Oui, heureusement il est là aujourd'hui. Il est un peu comme le Messie sur ce plateau. Yannick, tu vois comment on flatte les invités ici sur notre plateau. Est-ce que je n'ai pas flatté aujourd'hui? Je suis très flatté. Est-ce qu'on commencer donc alors cette dame, parlez-nous un peu d'elle. Encore, parce qu'elle a déjà fait son portrait. Vous êtes un fan du football aussi. Non, tu as déjà vu un homme qui n'est pas fan de foot. Non, il y en a qui ne sont pas fans. Il y en a qui ne sont pas fans de foot. Ah bon? Déjà, le football féminin ne m'intéresse pas. La seule fois que je me suis intéressé au football féminin, c'est lorsqu'il y a eu des dépravations avec celle-là qu'on ne veut pas citer ici. C'était la seule et unique fois. Et depuis lors, moi, ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne vous intéresse pas? Non, pas du tout. Alors, je les vois là. Que football, c'est football. Je les vois. Les blanches, parfois, oui. Parce qu'elles reflètent toute la féminité. Mais nos filles qui jouent au football ici, toutes là, c'est des hommes. Pour la plupart. Moi, je vois souvent des hommes. Oui, je vois des hommes au stade. Hier, par exemple, j'étais assis dans un restaurant à Koningui. Je vois tout un homme qui vient là, avec une petite culotte. Et quand je fixe bien, je me rends compte que c'est une femme. Elle avait son ballon en main et tout. Tout ça, c'est des choses qui... Oui, mais j'ai vu un homme à distance venir avec les godasses et la culotte. Mais quand je fais un rapprochement, quand elle est venue passer net devant le restaurant, je me rends compte que c'était une femme. Des choses comme ça dégoûte à la limite. Le football au Cameroun même, ça dégoûte. Tout là, c'est des hommes. Quand vous les voyez physiquement, même leur façon de marcher, elles ont les culottes toujours baissées. Vous avez en face de vous vos bros, comme on dit souvent. Oui, on voit des hommes qui sont... Mais on te dit que c'est des... Non, un football comme ça ne peut pas m'intéresser. Parce que je suis contre des choses contre nature. Donc du coup, toutes les footballeuses là, quand tu suis même les échos dans les loges, dans les couloirs, on te dit telle est la femme de tel est l'homme de tel est ceci. C'est des fausses histoires à la limite. Donc du coup, moi, ça ne m'intéresse pas.
le football des féminins en Afrique, ça ne me dit absolument rien. Mais c'est le football qui devrait vous intéresser. Non, pas ce qui est derrière. C'est les acteurs. Le football, ce sont les acteurs qui par exemple, on chercher déjà un peu trop. Madame, hier, par exemple, on a eu un scandale au Cameroun. Ouais. Mais tout le monde incrimine la police. Est-ce que c'est pourtant que la police est mauvaise? Non. Mais dès que des choses comme ça commencent à sortir, on se dit, ça veut dire que c'est ce que toutes les femmes la font là-bas. Oui. Si vous voyez donc 2 footballeuses, ou 3, ou 4, ou 5, quand vous-même vous voyez l'équipe nationale, en dehors de 1 ou 2 qui sont des femmes, le reste là, vous croyez qu'elles sont quoi? Moi, je vois que des hommes. Pas de poitrine, rien. Elles sont droites comme ça, comme des bâtons. Des gens comme ça, je suis d'accord, ça ne peut pas m'intéresser. Quand même. Il n'est que nulle part que dès qu'on dit football, toutes deviennent des hommes. Oui. Et c'est-à-dire que physiquement, là, vous voyez des femmes, mais vous voyez des hommes, mais on va te dire que c'est des femmes. Comment tu voudrais qu'un homme normal qui a tous ses sens accepte de tels acteurs? Je ne peux pas. Donc, du coup, elle ne m'intéresse pas. Par contre, quand tu vois le football féminin, en Europe, oui. Tu vois en Asie, c'est des femmes. Ici, même en Afrique, là au Maroc, là, elles sont différentes. Voilà, c'est des femmes. Ouais. Elles sont différentes. Là, au moins, tu peux t'intéresser. À côté de nous au Nigeria, tel que vous parlez, si vous montez bien sa photo, vous allez vous rendre compte. Oui, sa photo est passée en streaming, ceux qui nous vous allez vous rendre compte qu'elle a tout d'un homme. Un homme ne peut pas m'intéresser. Ce qui doit m'intéresser, c'est une femme qui est naturellement formée comme une femme. Ouais, on vous a compris, mais ce qui fait d'une femme, c'est ce que je dirais, sa partie génitale. Elle a la partie génitale. C'est ça qui fait d'une femme. Et donc, si vous voyez ce monsieur qui est devant nous là, après on vous dit que c'est une femme, vous allez l'accepter en tant qu'homme? Jamais. Bref, ce sujet, je pense qu'on va arrêter ça comme ça là, pour ne pas créer d'autres problèmes ici. Ouais. Sur ce plateau, Audrey, tu nous fais le portrait de qui demain? Alors, demain, on fera le portrait d'une athlète, Oriol Ndokmo Mekemman. J'espère que je prononce bien. Enfin, je disais en offre qu'elle est née le 1er août. Donc, on profitera pour fêter son anniversaire demain. Le 3. Le 3 août. Oui, comme on ne sera pas ici le 3, donc on va le faire le 1er qui est demain. Donc aujourd'hui, on termine avec des choses. Oui, la semaine, si on a dit que la semaine, c'est là vraiment, c'est la semaine des... C'est semaine football, semaine sport. Si on peut dire ça comme ça. Merci pour cette rubrique. Vous savez, au féminin, cette émission aussi qui parle de leadership au féminin, où on fait les portraits de femmes. Vous aussi, auditeurs et téléauditeurs qui nous suivez en direct, proposez-nous des personnes avec qui vous voulez qu'on fasse les portraits. On va faire les portraits, donc c'est un échange, et quand on est avec vous, on se sent plus bien. Donc c'est ce qui était de cette rubrique. Aujourd'hui, on va continuer avec notre sujet, mais avant, une légère transition. De lundi à vendredi, nous sommes avec vous. Nous sommes au féminin. Au féminin, vos oreilles. Faut-il nécessairement ou bien absolument avoir un enfant pour être épanoui en tant que femme? Voilà la problématique continue de meubler nos échanges sur ce plateau. Vous qui nous suivez en direct, réagissez à travers nos pages. On va vous lire et on va discuter. Vous qui nous suivez à la maison, j'ai donné le numéro, c'est le 693 87 67 90 par appel ou par SMS. Je vais commencer par lire des messages jusqu'ici parvenus. Moi, je pense que l'épanouissement se définit de manière personnelle selon ce que chacun aime et trouve épanouissant. La preuve, avant l'âge de la procréation, il y a tant de choses avec lesquelles la femme s'épanouit. Le bonheur de l'enfantement vient juste compléter l'épanouissement, comme aussi ça vient perturber certaines. C'est Frédéric depuis le Maroc. Nous te disons merci Frédéric. Un autre message. Je pense qu'on peut tout à fait, qu'est-ce qu'elle dit? Je pense qu'on peut tout à fait être une femme épanouie sans avoir d'enfant. L'épanouissement personnel ne passe pas forcément par la maternité. Certaines trouvent leur bonheur dans leur carrière, leur passion, leur engagement social ou leur liberté de vivre comme elles l'entendent. Ce qui compte, c'est d'être en accord avec soi-même, pas de répondre à une norme sociale. Avoir un enfant ne doit pas être une obligation pour se sentir complète. Là, c'est Sarah. Les avis sont tranchés sur ce plateau aujourd'hui, Audrey. On va lire un dernier message là. Pour ma part, la maternité a été une expérience profondément enrichissante, oui. C'est à travers mes enfants que j'ai trouvé un certain sens à ma vie, une forme de transmission d'amour inconditionnel. Cela dit, je comprends que ce ne soit pas
le cas pour toutes les femmes. Il n'y a pas une seule façon d'être femme ou d'être heureuse. Mais dans mon vécu, être mère a été un chemin d'épanouissement très fort. Voilà qui étaient des messages de ce matin. Il y a un message là qui m'a un peu retenu mon attention, je voulais dire. Elle parle ici, elle dit: à travers mes enfants, j'ai trouvé une certaine forme à ma vie, ce qui est une transmission d'amour inconditionnel. Est-ce que vous pensez que la femme, elle ne trouve que l'amour inconditionnel chez ses petits-enfants? Je m'adresse à Yannick ici. Là. Non, du tout. Là, je m'inscris en faux sur cette déclaration. Une femme n'a pas forcément besoin de trouver l'amour inconditionnel uniquement sur ses enfants. Ouais. Il y a des hommes qui sont nés romantiques, il y a des hommes qui sont nés bien, sur toutes les formes qui apportent cet amour inconditionnel aux femmes, au point où elle est prête à tout. Vous allez voir ce genre de femmes, c'est ce genre de femmes qui parfois ont tout eu dans la vie, comme on dit, mais elle est face à plusieurs combats. Les combats, c'est lesquels? Ce sont les combats vis-à-vis de ses copines, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses frères et de ses sœurs. C'est-à-dire que lorsqu'elle accepte même se mettre avec cet homme, on n'a qu'une seule idée, c'est qu'on va profiter de la richesse de notre sœur, de notre fille. J'étais présenté à un mariage l'autre jour à Douala, et justement j'ai vu ce genre de cas où la petite sœur est allée épouser un monsieur qui n'était pas, qui ne faisait rien, ou alors qui ne fait absolument rien. Et pendant la cérémonie de dot, déjà ils ont repris, la famille de la femme, ils ont repris le refrain de cet artiste qui dit: voilà ma fille que je te donne, elle est gnang gnang. Comme si ça ne suffisait pas, pendant le repas, dans les commentaires, il y a un des grands frères et oncles de la femme qui était en train de faire le commentaire en disant: voilà quelqu'un qui a trouvé de l'or, qui vient épouser l'or, un zéro comme ça. Comme de temps en temps, quand on est impresario, on s'assoit sur toutes les tables en fonction de là où la scène s'est terminée. Mais j'étais dépassé de suivre ce genre de choses. Et c'est pas après que j'ai compris que c'est la purge de la famille. Ah bon, ouais. Mais les frères ont vu ça mal, les sœurs voient ça mal, qu'elles se retrouvent avec un homme qui ne fait rien, un homme qui n'a pas de moyens, un homme qui n'est pas assez assis, et qu'elle est cadre dans une grosse boîte de la place. L'homme est allé encore, c'est pire encore, un autre commentaire. C'est que deux dames, ses tantes, une est sa tante, l'autre est sa grande sœur, qui se retrouvent en train de dire: comment est pas signé bien commun, monogamie bien commun. Pourquoi? Parce que la femme a construit une grosse maison à l'entrée de la ville de Douala. Elle a des voitures. Donc, voyez, cette femme, elle a trouvé le bonheur dont on parle auprès de cet homme. L'épanouissement auprès de cet homme. Mais l'entourage trouve que c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, si les questions de réponse, c'est que l'amour inconditionnel, c'est pas forcément les enfants. Parce que même avant que cette dame ne fasse les enfants, elle était déjà avec le monsieur. Elle a supporté le monsieur. Ses frères, ses grands frères ont même chassé le monsieur. C'est-à-dire que c'était le genre où très jeune, elle a commencé le boulot. Elle rencontre un monsieur qui ne fait rien. C'est elle qui loue la maison, c'est elle qui... Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée. Le monsieur s'est retrouvé avec ses beaux-frères. C'est-à-dire dans la maison de sa femme, de sa copine, parce qu'à l'époque là elle était sa copine. Et ils ont fini par chasser l'homme, c'est-à-dire le mari de leur petite sœur. C'est pas possible. Comme si ça ne suffisait pas, la femme a dit: stop, ce n'est pas possible. Elle a abandonné la maison. Elle a dit: je vais louer votre maison, que vous voulez rester là, mais je vais aller me retrouver dans un studio avec mon mari. Avec mon mari. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Ils sont heureux. Donc, du coup, le bonheur, ce n'est pas que les enfants. Si on lit le bonheur, là, on était dans le cas de l'épanouissement. Parce que l'épanouissement est différent du bonheur. C'est-à-dire, quelqu'un peut s'épanouir rien qu'avec le travail. Il y a des femmes ici qui accrochent toute leur vie sur le travail. Et dit:
dès que j'ai mon boulot, ça me suffit. C'est mon mari, c'est mon enfant, c'est mon père, c'est ma mère. Celle-là, elle est épanouie. Mais l'amour, maintenant, est différent de ça. Parce qu'en amour, c'est des moments où on doit vous exprimer ce qu'on ressent de vous. Ouais. Or, l'épanouissement, c'est qu'est-ce que vous ressentez de telle ou telle chose, de tel ou tel être. Maintenant, l'amour, c'est... Il faut chercher qu'est-ce que cette personne ressent vis-à-vis de moi. Et en ce moment-là, on va se dire, on est aimé ou on n'est pas aimé. Donc, si ce n'est que pour l'amour inconditionnel, là, vraiment, les enfants, on peut même les mettre... Ça vous a également touché, hein, parce que finalement, ces femmes-là, vous voyez, quand elles arrivent à mariage, elles sont pour la plupart parfois seules. Elles arrivent à mariage, elles rencontrent leur homme, ils font ce qu'ils peuvent faire pour avoir un statut social. Et puis quand ils commencent à avoir des enfants, elle ne gère plus son mari, elle dit maintenant son amour sont ses enfants. Ce sont ses enfants, oubliant que son mari est aussi là, il a besoin d'amour parce que vous avez commencé sans enfants. Elle dit que les enfants deviennent son épanouissement à elle. Son complément à elle, son épanouissement même à elle, parce qu'elle se trouve épanouie à travers ses enfants. Son mari ne lui dit plus rien. Ce n'est plus l'amour que son mari peut lui donner, rien. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué. Sophia Bell, vous avez dit que la femme n'a pas nécessairement besoin d'enfants pour être épanouie et tout, mais pourquoi à un certain âge ici, chez nous, on voit des femmes qui dorment dans les églises, des femmes qui partent prendre des potions de tout genre parce qu'elles cherchent un enfant. Il y en a même qui partent rencontrer des marabouts, vraiment, qui partent à l'acte avec elles, soi-disant, ça passant à l'acte que je vais mettre un enfant et tout. Elles font, je peux dire même l'impossible. Oui, main et pied pour avoir un enfant aussi. Ça n'entre pas vraiment dans l'épanouissement de la femme. Est-ce qu'une femme peut se couper la tête pour avoir son propre enfant? Alors, il arrive, là, tu as dit en commençant à poser ta question, pourquoi chez nous en Afrique? Oui, je parle de ce que je dis. Oui, justement, parce que chez nous, les mentalités sont différentes des mentalités occidentales. En Occident, parce que lorsque je parle, j'essaye d'associer tout dans le contexte, que ce soit en Afrique ou encore en Occident, bien que je n'y suis jamais allée. Quand je dis que l'épanouissement ne passe pas toujours par des enfants, parce que chacune de nous a des convictions différentes. Ça, c'est l'Afrique, parce qu'en Afrique, en fait, pour nous, vous voyez, on s'est beaucoup appuyé sur ce qu'on dit, l'enfance, c'est la richesse. L'enfance, c'est une richesse. Oui. L'enfance, c'est le bonheur. Lorsqu'une femme, maintenant, n'en a pas, oui, elle va se rendre dans les églises ou encore chez les praticiens, comme tu dis, pour suivre des traitements, prendre des potions. C'est parce qu'elle espère. Parce que lorsque vous voyez justement celle-là, pour elle, l'épanouissement justement passe alors par les enfants. Elles sont de celles pour qui les enfants font partie de leur épanouissement, vous voyez un peu. Contrairement à celles qui, même si elles ont dépassé cet âge, elles n'ont pas de problème. Elles peuvent partir comme ça, elles mourront comme ça. Moi, je connais une maman comme ça qui en a 52, elle n'a pas d'enfant. Oui, c'est pas qu'elle n'a pas voulu, mais lorsque vous l'écoutez parler, la vie ne lui a pas laissé le choix. Elle a essayé comme elle pouvait et ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il faut se dire, même celles-là qui vont chez les marabouts, même encore à l'église. Elle est heureuse, cette maman elle ne veut pas être heureuse. Comment je veux dire? En apparence, oui. En apparence, elle a l'air heureuse. Maintenant, je ne vis pas avec elle. Ou même encore dire qu'elle est heureuse ou pas. Je ne la côtoie pas vraiment. Mais lorsque j'écoute son histoire et qu'elle aussi, elle a pu chercher comme elle pouvait, ça n'a pas donné. Elle s'est résignée au fait qu'elle ne sera peut-être pas maman. Elle ne peut pas être heureuse. Oui. J'arrache la parole pour dire que le véritable épanouissement, laissons même, c'est-à-dire on va aller au-delà de la femme. Le véritable épanouissement dans une famille, si on ne reste que dans le cadre de la famille, c'est les enfants. Parce que la femme qu'elle dit là, 52 ans, je peux vous dire qu'elle a, avant d'atteindre les 52 ans là, elle a parcouru tout et tout. Ah oui, mais ça n'a pas donné. Ça c'est clair. Moi j'ai fait les publicités de ces cliniques qui traitent les cas de fertilité et d'infertilité. Des femmes, oui. De ces naturopathes là et autres. Mais quand vous y allez, vous allez vous rendre compte que il y a des cliniques ici qui reçoivent 100 personnes par jour. Sur les 100 personnes, il y a 99 femmes. J'ai un ami, je ne voudrais pas citer son nom ici, c'est un naturopathe. Je l'ai rencontré, il avait
pratiquement, il recevait 2, 3, 4 personnes. J'ai mis les stratégies pour son entreprise. On est passé du studio qu'il louait à un très grand appartement. Il a pris 2 appartements dans un immeuble ici à Yaoundé. Un jour, peut-être 2 ou 3 ans après, il m'invite à Douala, à Sonen Kololo. Je vous assure, c'était un samedi. À Douala, il reçoit uniquement les samedis et les dimanches. Je suis arrivé là-bas samedi vers 8h. Il devait payer une de mes factures. Vous savez à quelle heure il m'avait reçu? À 17h. Il y avait plus de 400 femmes. Les femmes étaient assises pleines dans sa clinique où il a jumelé 2 appartements d'un immeuble et tous les bars qui sont en face. Chacune avait son ticket. Il était parmi les premiers naturopathes à lancer l'opération un couple. Un enfant. J'ai dit, elles étaient près de 400 femmes. Ce jour-là, le monsieur-là avait travaillé près de 4 millions. Une seule journée. Pas les petites femmes, des grandes dames. Elles viennent s'asseoir et savent que je suis numéro 300. C'est écrit là. Elle attend. Wow. Vous voyez à quel point l'enfant reste. Vous pensez que si ça n'était que l'argent, les bienfaits de la société et tout, ces femmes ne seraient pas là. Vous n'allez jamais retrouver ces femmes. Yannick, j'ai une question à te poser. Pourquoi les hommes ne subissent-ils pas la même pression? Les hommes subissent la même pression, mais de façon différente. Plus interne. Okay. Oui, plus intense. Et il n'y a aucun homme sur terre qui peut être content de savoir qu'il ne peut pas faire d'enfant. Il y en a qui sont conscients qu'ils ne peuvent pas faire d'enfant, mais comme nous les hommes, on a un côté égo qui est très... Non, mais l'ego me poussé, c'est peu. Les hommes sont... Le côté égo est petit. Les hommes sont d'une hypocrisie imbécile. Parce qu'il y a des hommes ici dans des foyers, il sait que c'est lui le problème. Que c'est lui le problème, mais il laisse qu'on jette les pieds sur la femme. Et ce genre d'homme, bien que sur le plan de la société, vous allez le voir, il est plus malheureux que la femme. Et ils sont toujours les premiers qui ne veulent pas que la femme parte. Parce qu'il sait pertinemment que le problème, lorsque la femme là, elle va accoucher, va aller quelque part, elle va accoucher. Et on saura que c'est lui le problème. Et donc, du coup, ce qui se passe généralement, c'est que il se retrouve en train de perdre le temps à cette femme. Pour que l'âge passe, pour que le temps passe, et quitte à ce qu'à un moment, la femme ne soit plus dans l'état de pouvoir concevoir. S'il y a 10 couples qui ont les problèmes d'infertilité, vous allez voir encore, il y a au moins 4 ou 5 où c'est les hommes qui sont les problèmes. Parfois même les 10 peuvent être que c'est les hommes. Parce que l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Éternel égoïste. L'homme vous dira que, lorsque tu dis à un homme que allons faire les examens, il refuse. Il refuse. Pas à l'hôpital. C'est pour ça que vous allez vous retrouver dans le cadre de ces femmes qui regrettent d'avoir fait des enfants. Parce que la femme allait faire ses examens, elle se rend compte qu'elle n'est pas malade. Ou bien qu'elle a un problème qui peut être minable. L'homme, lui, ne fait pas. La femme étant toujours ce cœur qui accepte tout, qui supporte tout, elle va accepter faire l'enfant avec l'homme. Et par après, c'est un drépanocytaire qui va naître. Or, s'ils avaient fait des examens ensemble, on se serait rendu compte qu'ils ne sont pas compatibles. Ils sont incompatibles. Voilà un fardeau qu'on enterre sur une femme. Ce genre de femme va se retrouver dans le regret. D'autres sont même prêts à empoisonner l'enfant. Oui. Parce que c'est des choses qu'on parle, mais si vous vivez les réalités de ces femmes qui se retrouvent en train de faire un enfant mongol, un enfant drépanocytaire qui prend presque tout l'argent de la famille. Si cette femme-là a l'opportunité d'empoisonner cet enfant, elle va le faire. J'ai connu un ami ici à 2 chevaux et Kounou. Yannick, rapidement, je pense que les filles pensent que vous prenez toute la parole. J'ai connu un ami ici à Kounou qui a fait un enfant qui a fait pratiquement près de 15 ans sans jamais se lever. Pour finir la tuer. Après, 15 ans. pas le Donc, juger. l'enfant grandissait sur place. Oui, il ne bougeait pas. Il ne bougeait pas. Il ne problème de motricité. Alors, si
vous êtes... C'est des choses que quand vous n'avez pas encore vues, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait. Là, cette femme-là, ce monsieur-là, le courage, ils ont pris le courage très tard. Mais moi, c'est des choses qu'on ne souhaite pas. Oui. Mais moi, à leur place, on fait tout pour arrêter la vie de cet enfant très tôt. Dans le ventre? Non, pas dans le ventre, même étant non, on ne va pas encourager, on ne va pas quand même encourager ce genre de comportement. Non, ce n'est pas, on encourage. J'ai dit moi, j'ai pas dit vous. J'assume mes propos, j'ai dit... Vous pouvez dire vous et vous encourager certains qui vous regardent. Non, je vous dis, c'est parce que... Imaginez un enfant qui a plus d'un mètre... 49, 50. À qui vous faites tout de la première année, du premier mois jusqu'à la 15e année. Sur place. Vous ne pouvez pas supporter ça. C'est dur. Mais je vous assure. Au point de tuer de tout. Non, je vous dis, il arrive... Pour les familles courageuses. Moi j'allais dire, le fond, c'est dur à dire, mais c'est des choses dures à dire, mais c'est des choses qui se passent. Oui. Mais voilà comment les familles procèdent souvent. Vous voyez, ils amènent l'enfant à l'hôpital quand il a peut-être une crise ou bien semé de maladie. Arrivé là-bas, ils demandent l'euthanasie. Oui, tout simplement. Et quand ils demandent l'euthanasie, c'est quoi? Pour dire que c'est tuer de manière. Quand vous dites tuer, là, c'est comme si vous prenez le couteau, vous coupez l'enfant. Si vous me dites que vous pratiquez. Dans le cas de l'euthanasie dont vous parlez, qu'est-ce qu'on fait? Mais monsieur Yannick, regardez, dans le cas de l'euthanasie, on enlève soit l'oxygène, on débranche soit une machine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est eux-mêmes qui ont mis fin au jour de cet enfant. Parce qu'ils doivent nous dire. Parce que là, c'est un crime déjà. Ouais, et ça peut être, c'est condamnable. Et c'est condamnable. C'est qui le font à l'hôpital. C'est légal. C'est un crime, mais juste qu'on essaie de... Est-ce que tu sais que l'euthanasie à l'hôpital, c'est quelque chose qui est plus ou moins légal? Parce que quand il parle de tuer un enfant... Attendez, j'ai dit. Donc quand il parle de tuer un enfant ici, c'est comme s'il prenait le couteau, il égorgeait cet enfant. Madame, si vous avez votre conjoint qui est gravement malade, il avait fait subir et souffrir toute une famille. Vous allez voir un médecin. Le gars est sur oxygène. Vous demandez au médecin de débrancher l'oxygène. Qu'est-ce que vous avez fait? On a pratiqué l'euthanasie. Non, laissez le mot euthanasie. Laissez le mot euthanasie. Nous, on ne connaît même pas ce que c'est. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je ne peux pas d'abord demander ça. Une autre personne va le faire. Et quand tu demandes... Ceux qui ont fait ça, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Ils ont tué la personne. Ok, c'est débat. Et devant la loi, tuer, c'est tuer. Devant la loi, tuer, c'est tuer. Hein. Oui. Ok, c'est même pas le débat du jour. Voilà. Tuer un enfant ou ne pas tuer un enfant. Parce que ici, nous sommes déjà là en train de faire peut-être l'apologie de la criminalité. Non, il n'y a pas d'apologie. Il faut tuer cet enfant, il ne faut pas, il faut cela. Donc, chacun, il y a les mamans qui vivent avec leurs enfants. Moi, j'ai eu un oncle, il est décédé, je pense qu'il y a peut-être 3 ans comme ça. Depuis ses 17 ans, je vous assure, Audrey, juste à ce qu'il a eu peut-être 47 ans, il était malade. Malade assis, où on faisait tout sur lui. On ne l'a pas pour autant tué. Mais j'ai vu un papa... Et un jour, il est juste mort comme ça parce que tellement il avait souffert dans sa chair que il avait toujours espoir qu'il allait se remettre. Mais un jour, il dormait comme ça, là, il a eu une crise et il est parti. Il y a 3 semaines, je suis assis, je suis directeur d'une chaîne de télévision, directeur commercial d'une chaîne de télévision. Oui. Je suis assis à la guérite avec les vigiles. Il y a un monsieur bien bâti qui entre. Il demande à voir le PDG de l'entreprise. Je lui dis que le PDG n'est pas là. C'est comme ça que, tellement il a battu, je lui demande que monsieur, vous avez quel problème? Il me dit que ça fait 3 jours que son enfant doit être sur oxygène. Il dépense 15 000 fois 3 par semaine. Par semaine. Depuis l'âge de 3 ans, l'enfant a 8 ans. 5 ans déjà. Et il se retrouve à la télé là-bas. Et il cherche quelqu'un qui peut lui donner même. Il cherche à avoir le PDG qui peut l'accompagner par rapport à cet enfant. Vous pensez que un monsieur qui ne travaille pas, comme lui, parce qu'à un moment, il travaille dans une entreprise, mais il me fait comprendre que lorsqu'on atteint 5 ans dans cette entreprise-là, c'est la retraite. Et il n'a pas de boulot. Sa femme est partie à cause de cet enfant. La femme l'a laissé. Vous pensez que
ce monsieur, il y a deux choses. Soit c'est lui qui va mourir, soit c'est l'enfant qui va mourir. Parce que la souffrance qu'il vit est pire que la mort. Oui. Il est prêt à voler. Vous pensez que si ce monsieur trouve une opportunité via ce que vous appelez euthanasie, là, il va pas. Tu as un problème avec le mot là, Yannick. Il a dit ici que la dame est partie. Oui. C'est aussi un regret, c'est ce que je disais ici. Il y a des femmes qui regrettent. Oui, c'est ce que Audrey disait. Pourtant, il y a des femmes qui regrettent d'avoir accouché. Si elle a abandonné son enfant, ça veut dire qu'elle a des que. Regrets, exactement. C'est ça que je dis, ça peut arriver. L'enfant n'est pas toujours source de bonheur. Audrey, est-ce que vous avez déjà senti une pression sociale ou même familiale de ne pas avoir encore enfanté? Oui, bien évidemment. À mon âge, à ton âge, on dirait que tu as 50 ans. Oui, mais sauf que j'ai déjà dépassé 25 ans. Ouais. Donc je subis ça partout. Il suffit seulement de dire vraiment, j'ai tel âge. Dès que je pas d'enfant, vraiment, le regard change directement. Vous savez, les hommes aujourd'hui même. Yann, on me fait un message ici en direct. On dit le monsieur là monopolise la parole. Oui, allez-y. On me dit que le monsieur là monopolise la parole. Je ne sais pas si vous êtes connecté en direct. Vous allez voir, c'est Achille Lucien Abouna qui le dit. Sophia, comment on perçoit donc celles qui choisissent délibérément de ne pas faire d'enfant? Un choix personnel. Je dirais que celles-là, elles sont égoïstes. D'égoïstes. Exactement, on dirait que non, elles sont égoïstes. Si elle-même, sa maman ne l'avait pas mise au monde, où en serait-elle aujourd'hui en train de dire qu'elle-même, elle n'a pas envie d'avoir d'enfant? J'avais lu un documentaire par rapport à ça dans un magazine. Une femme qui disait avoir 42 ans, elle était mariée et qu'elle n'a jamais ressenti la fibre maternelle. Elle n'a jamais ressenti le besoin d'être maman, d'être appelée maman. Pour elle, c'est un choix. Elle n'a pas le souci et son conjoint l'a accepté comme ça. Oui, donc ça, celles-là, on va les considérer d'égoïstes parce qu'encore, elles sont différentes de celles-là qui n'ont pas la grâce d'enfanter. Vous voyez que ça, c'est de l'égoïsme. Choisir que moi, je n'aurai pas d'enfant. Oui, récemment encore, il y a une, on va l'appeler quoi, blogueuse, je ne vais pas citer son nom, qui disait que la vie qu'elle a vécue étant enfant l'a tellement traumatisée au point qu'elle n'a pas envie d'avoir d'enfant. Oui, je crois que je connais aussi. Oui. Elle a grandi sans sa maman, c'est un truc comme à l'âge de 12 ans qu'elle a su qui était réellement sa mère, que celle qui la gardait depuis tout ce temps était en réalité sa tante. C'était en réalité sa tante, oui, c'est un traumatisme. Tout ça a créé un traumatisme et tout, et elle n'a pas envie de donner de l'amour à quelqu'un, un être vivant venant d'elle. Audrey, est-ce que vous pensez que pour avoir un amour maternel propre, parce que Yannick disait ici là que même quand tu adoptes l'enfant, dans ta tête, tu sais que c'est pas ton enfant et tout. Et si c'est cet enfant-là qui pouvait te donner l'épanouissement, tu ne seras pas vraiment épanoui parce que peut-être c'est pas ton enfant. Est-ce que tu penses que pour avoir cet amour maternel-là à donner à quelqu'un, il faudrait vraiment que ce soit cet enfant-là qui est sorti de tes entrailles? Moi, je pense que non. Non. Il faut apprendre à lâcher prise, vraiment, à accepter certaines situations qui nous arrivent dans la vie. Vraiment. Et donc, on n'a pas le contrôle. Oui, qu'on n'a pas le contrôle. Si vraiment la vie ne t'a pas souri, tu n'as pas eu d'enfant et que tu as eu la grâce, parce que c'est pas tout le monde déjà qui a la grâce d'adopter un enfant. Oui, tu as eu exactement. cette grâce-là d'avoir beaucoup de conditions pour adopter un enfant. Un enfant. Oui. Mais contente-toi de cet enfant. Vraiment, considère cet enfant comme ton enfant que tu as porté. Oui. Vraiment, moi, je pense que ça de se dire qu'il faut attendre d'avoir son vrai enfant, c'est un peu dur. Hein. C'est un peu dur. Oui. Moi, je vais prendre un exemple. J'ai pas encore d'enfant pour le moment, mais j'ai ma petite soeur qui en a. Donc, elle est là-bas à la maison. Mais quand cet enfant a un problème, je me sens tellement mal. C'est comme si j'avais accouché. Je ne sais pas quand j'aurai mon propre enfant. L'instinct maternel. Je ne sais pas comment ça fera. Parce que elle, ça me touche tellement au point où je pleure. Si on sort avec elle, on la laisse quelque part. On dit qu'on va aller la chercher de la mer. Je dis jamais, elle ne peut pas dormir là-bas. Moi, je vais la chercher. Et l'enfant, là, ne peut pas. Dans la nuit, je ne serais pas à l'aise du tout. Parce que l'enfant est où? Donc, c'est comme c'était sorti de mes entrailles. Or que non, je me demande avec mon propre enfant, comment ça va se passer pour dire que je peux avoir cet instinct maternel sans toutefois porter l'enfant dans ton ventre. J'ai ce même ressenti avec un de mes cousins. Il y a mon oncle a un enfant qui a mal au pied. Cet enfant est super intelligent. Mais vraiment, on lui a fait comme à l'africaine, quoi. Donc, c'est pas que c'est un mal des pieds vraiment normal, tu vois. C'est pas clinique. Chaque fois que je vais chez mon oncle, quand je vois mon cousin, je t'assure que je m'abstiens de couler des larmes parce que, bon, les enfants avec les questions et tout, il va te demander, Audrey, pourquoi est-ce que tu pleures et tout. Mais je t'assure que
Mon cousin me fait tellement mal au cœur de le voir comme ça. A dit que c'est possible de vivre ce ressenti-là avec un enfant adopté. Adopté, oui. Oui, c'est possible vraiment de profiter d'un amour inconditionnel venant d'un enfant adopté. Faut pas toujours attendre faire ça. On va lire les messages en ligne. Hein. Ouais. Et les gens qui nous ont répondu tout droit en direct de notre page. Toutes les femmes doivent avoir au moins un enfant pour comprendre les enfants des autres. Je pense que le choix d'avoir ou de ne pas avoir un enfant est personnel et ne doit pas être affecté par la société. Ça, c'est Kimber Rion. Avoir l'enfant est une grâce et un enfant n'est seulement celui qu'on met au monde, mais aussi celui qu'on élève. Voilà, oui. Mais comme après, ces enfants ne sont pas toujours reconnaissants. Mais moi, je dis toujours, quand tu élèves un enfant, et quand tu accouches un enfant, quand tu es parent ou même parent, tu ne dois pas attendre. Tu ne dois pas attendre la reconnaissance. Le parent ne devrait pas attendre la reconnaissance d'un enfant. Oui, c'est ton devoir et ton droit, en fait, si je peux dire ça comme ça, ou ton devoir de prendre soin de cet enfant-là. Donc, c'est un peu comme ça. On va prendre quelques petites astuces de santé, quelques petites seulement. Et juste derrière, on vient pour la dernière ligne de ce programme, après cette transition. De lundi à vendredi, nous sommes avec vous. Nous sommes au féminin. Au féminin, vos oreilles... Non. Alors, au féminin, c'est aussi votre émission de santé et de bien-être. Chaque jour, dans le cadre de ce programme, on donne quelques petites astuces santé et bien-être aux femmes et parfois aussi aux hommes. Aujourd'hui, les femmes qui sont enceintes et celles même qui accouchent, Audrey, souffrent souvent de ce qu'on appelle les crevasses. Donc, les crevasses, ce sont ces blessures-là qui sortent souvent autour du mamelon quand la femme allaite. Ça fait très mal. Il y a des femmes même qui ont peur d'allaiter parce qu'elles souffrent déjà de ces crevasses-là. Il y a d'autres même que les tétons tombent complètement parce que l'enfant tire et ça fait très mal, je puis vous assurer. Tomber, ça veut dire que ça c'est presque quitté en fait, c'est tombant. C'est tombant comme ça et oui, et ça fait exagérément mal. J'ai eu des femmes autour de moi qui ont vécu ça. Et donc, on conseille souvent, c'est cette astuce-là que je donne donc à présent. Quand vous êtes enceinte, à partir du 5e mois, vous prenez une vaseline. Tout le monde connaît la vaseline ici. Vous frottez autour de votre mamelon. Chaque jour, matin, soir, ça raffermit le mamelon. Quand vous allez accoucher et quand l'enfant va téter, il y aura moins de blessés, peut-être même pas de blessures. Vous ne ressentirez pas ce mal que les femmes ressentent souvent là. Donc prenez cette vaseline-là, frottez, quand je dis frottez, vous massez tout autour de votre mamelon, matin, soir, jusqu'à l'accouchement. Et quand vous accouchez, même votre enfant, vous continuez avec, quand l'enfant finit de téter, vous mettez cela, vous essuyez avec l'alcool, vous mettez cela et vous attendez quand il veut reprendre, vous prenez encore l'alcool et puis vous rincez avec un peu avant de donner le sein à votre enfant. Et ça a aidé beaucoup de femmes ici, ça a allégé ce genre de problème. Donc c'était cette petite astuce que je voulais donner à ces femmes-là qui sont futures mamans et celles même là qui viennent d'accoucher pour venir à bout de ce genre de problème. C'était la minute santé dans notre programme au féminin. Et donc la dernière ligne droite de ce programme, vous voyez, si vous nous suivez en direct, continuez de réagir sur notre page et on sera toujours heureux d'échanger avec vous puisque cette émission est une émission d'échange. Alors, portez les soutiens aux chères femmes et je ne sais pas pourquoi vous aimez marcher sans soutien. Ça, c'est Frédéric Galouga. Portez les soutiens, c'est ça qui va résoudre le problème. On ne sait pas, mais je pense qu'on a entendu. Hein, c'est aussi un coup de gueule parce que ces femmes qui accouchent là n'aiment pas porter le soutien, alors que le sang, c'est un muscle. Donc, plus il est gros et plus vous laissez ça comme ça, là, il s'affaisse. Il s'affaisse au point en haut d'avoir des seins, comme on dit souvent, des seins babouches là. Donc, c'est ça. Faut-il absolument avoir des enfants pour être épanoui en tant que femme? Voilà le sujet qui continue de meubler nos échanges d'aujourd'hui. Et nous sommes à la dernière ligne droite de ce programme. Yannick, mais comme on dit que tu parles trop sur ce plateau, est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné redéfinir l'épanouissement au féminin? Oui, c'est ce que j'ai dit au départ, qu'il faut voir l'épanouissement sur plusieurs angles. Ouais. Si l'on va sur le plan de la société, vraiment, il est difficile de
de définir l'épanouissement. Mais lorsqu'on rentre sur le plan intérieur, honnêtement, une femme qui n'a pas d'enfant, ou alors qui n'a pas fait d'enfant, il est difficile pour elle d'être épanouie. Ça, je vous assure. Parce que nous, on le dit en fonction de ce qu'on vit et de ce qu'on voit. La problématique sur les enfants est souvent visible à 2 périodes de l'année. D'ici peu, nous serons dans le cadre des rentrées scolaires. Le parent qui n'a pas fait d'enfant est le parent le plus malheureux. Il peut se sentir heureux auprès de la société parce qu'il n'aura rien à dépenser. Ça, c'est autre chose. Mais je dis, à la rentrée, lorsque les petits-enfants iront à la maternelle, à la pré-maternelle, à la CIL, au lycée, vous les voyez alignés là, tu sais que tu es une femme, ta voisine a un enfant, l'autre a un enfant, tel a un enfant, mais toi tu n'en as pas. Lorsque tu rentres dans ton fond intérieur, ça fait très mal. Et c'est pour ça, ce genre de femmes, à la limite, vont voir tout du mauvais œil. Parce que si vous êtes dans un camp où vous êtes avec vos sœurs qui ont des enfants, moindre mot déplacé, vous allez seulement entendre que donc c'est parce que je n'ai pas fait d'enfant. Lorsque vous envoyez même un enfant et que la maman d'à côté soit en train de refuser, dans votre cœur, vous allez vous dire, Seigneur, pourquoi tu as fait en sorte que je n'ai pas d'enfant? Ça, c'est dans le cas des rentrées. En décembre, à partir du 20, c'est encore grave. La télé vous montre les publicités où il y a les jouets d'enfants. Vous sortez en vos billets, ça crie partout les jouets d'enfants. Vous allez au marché central, les jouets d'enfants. Quand vous rentrez chez vous, vous voyez votre grosse voiture. Vous voyez votre belle maison. Vous voyez votre grande cour, vous voyez votre piscine. Aucun enfant ne défile. Je vous assure, ça fait très mal. Je dis bien très mal. Les femmes qui vous disent même que elles ont choisi de ne pas faire d'enfants là. Si vous allez les interroger dans leur cœur, elles vous diront que si je n'ai pas fait d'enfant, c'est parce que j'ai eu tel ou tel souci. Et c'est pour ça que l'invite que je veux faire à ces jeunes femmes, lorsque vous avez la possibilité, que le travail, l'argent et tout ce que vous pouvez avoir autour de vous comme complexe ou bien comme limite de faire l'enfant, que ça ne vous limite pas. Parce que il y a des femmes qui ont des possibilités de faire des enfants à un certain âge. Elles vont se retrouver en train de prendre les pilules du lendemain, d'autres des contraceptifs. Il va arriver un moment de votre vie où cela sera très difficile. Vous allez courir les naturopathes, l'hôpital et tout le reste. D'autres, on va même vous dire que les trompes sont bouchées, on va couper. Vous n'allez plus jamais vous retrouver en train de faire. Et c'est là où le calvaire commence. C'est là où le vrai calvaire commence. Parce que si vous voyez une personne, 2, 3 personnes, 4, 5, il n'y a pas de solution. Vous allez d'abord devenir la femme la plus méchante. Vous serez malheureuse dans votre intérieur. Même si la société vous voit comme étant une femme épanouie et tout et tout. Parce que l'épanouissement de la société est très facile et tout le monde voit l'épanouissement dans la société. C'est simple. Il suffit que vous mangez bien chez vous. Il suffit que vous ayez une belle maison. Il suffit que vous ayez une belle voiture, un mari. On sait que vous êtes épanoui. Terminé. Mais l'épanouissement dont on parle ici, c'est le fond intérieur du cœur. Et ce fond intérieur, c'est l'enfant. Je vous dis, c'est l'enfant. Nous l'avons suivi, Yannick. Audrey voulait réagir là. Oui, c'est bien beau de dire aux femmes que vraiment, l'enfant, c'est l'épanouissement de la femme. Mais il faut préciser que c'est un condiment. Vous voyez, il y a des femmes qui se braquent, qui refusent même de poursuivre leur vie professionnelle parce qu'elles sont braquées que non, je n'ai pas d'enfant. Vraiment, les filles, arrangez-vous à poursuivre votre vie professionnelle normalement et mettez-vous en tête que l'enfant, c'est le condiment, mais que l'enfant n'est vraiment pas le centre de la vie d'une femme. Il y a beaucoup de femmes qui se braquent parce que la société leur dit vraiment tu es une sous-femme parce que tu n'as pas d'enfant, alors qu'elle peut exceller dans plusieurs domaines. Vraiment lâcher prise. Il y a des femmes aujourd'hui qui, parce qu'elles ont décidé, bon, vraiment, j'ai déjà trop cherché l'enfant, je laisse, je me concentre sur ma vie professionnelle. Et l'enfant arrive. Et l'enfant arrive. Voilà, donc il faut aussi que les femmes apprennent à vivre, à s'épanouir d'abord, et puis l'enfant peut venir vraiment, après. Oui, ne vous braquez pas que je n'ai pas d'enfant, non, je ne peux rien faire, je ne peux pas rire, je ne peux pas accepter qu'on me dise que je gronde tel enfant parce que je n'ai pas d'enfant.
C'est la société, des fois, il faut s'attendre parce qu'il faut être préparé à ça. Oui, dites-vous que je vais vivre dans un camp où tout le monde a des enfants, je n'en ai pas. Et quand je vais envoyer l'enfant de quelqu'un, la personne va me lancer des pics. Mais vraiment, prenez ça, si je peux dire, au second degré. Ne prenez pas aussi trop les choses en que ça vous laisse à 37 degrés, comme on dit souvent. Sophia, vous pensez donc, je pense que c'est la dernière question, parce que je voulais faire un appel à la conscience. Vous l'avez déjà fait quand vous avez pris la parole. Vous pensez qu'une femme sans enfant est incomplète ou alors elle est juste libre? Une femme sans on termine enfant, avec. Une femme sans enfant, est-ce qu'elle est complète ou encore incomplète? Incomplète ou alors elle est juste libre? Je n'ai pas bien compris. Elle est incomplète ou alors juste libre. Elle est ni l'un ni l'autre, selon moi. Pourquoi? Elle est ni incomplète parce que, comme je dis, je vais toujours partir sur les choix, Hilary, sur les choix de chacune, sur ce que la vie a présenté à chacune d'entre nous. Certaines n'ont pas décidé, n'ont pas voulu, comment je peux dire ça, n'ont pas choisi de ne pas être, mais merci pour le mot. Et maintenant, libre. La liberté à ce niveau, c'est où? Je ne vois pas comment une femme qui n'a pas d'enfant saurait être libre. Si libre de ses mouvements, peut-être ce n'est que ça qu'on peut dire, mais non. Pour moi, je dirais l'enfant. Et je viens reconforter déjà, je viens reprendre position sur ce que j'ai d'abord dit. Mais je viens ajouter qu'un enfant, c'est important. C'est important pour une femme. Maintenant, épanoui dans le sens de notre thème du jour, est-ce que l'épanouissement d'une femme passe-t-elle par le fait d'avoir un enfant? Je dirais il faudrait redéfinir l'épanouissement. L'épanouissement, puisque ça peut passer par tous les domaines, pas forcément avoir un enfant. Moi, je souhaite d'ailleurs même à toutes celles-là qui sont dans une carrière professionnelle, qui sont concentrées dessus et se disent, ah, l'enfant, ça va venir après, d'essayer de faire des enfants. Les enfants, c'est très beau. Comme M. Yannick disait tout à l'heure, il m'a fait penser un peu à moi. Pendant les fêtes de fin d'année, je rêve toujours de ça. Genre, wow, quand j'aurai mes enfants et tout, pendant les rentrées, voir les jolis sacs et tout. Moi, des fois, ça m'est arrivé d'être tentée d'acheter juste des choses comme ça et aller les garder. Que lorsque les enfants viendront, ce sera ma chérie, est-ce que ce sera encore tendance? Et tu dis, ah, ça va. Donc, juste comme ça, ce qu'il dit, c'est très vrai. C'est très beau d'avoir ces enfants, de voir ce petit être qu'on a conçu, qu'on a mis au monde, élevé et tout. C'est beau de voir une petite partie de soi, il arrive. Ça fait même partie de la vie. Oui, voilà. Donc, c'était ça. Donc, merci. C'était le programme Au Féminin. Merci d'avoir réagi aussi nombreux, chers auditeurs et téléauditeurs. Merci pour cet échange sur le plateau. Merci à nos chroniqueurs. L'homme qui a parlé ici sur ce plateau, c'est l'homme des sans-voix. La voix des sans-voix, je vous l'ai dit. L'homme qui parle pour les hommes qui nous écoutent à la maison, c'est Yannick. On lui dit merci. À nous revoir très bientôt, Yannick. C'est moi qui vous dis merci. Ce fut un gros plaisir pour moi d'être avec vous sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Merci à Sophia, la plus belle des Sophia. Merci également à la riche Anti, j'ai nommé Audringa. Je ne pourrais terminer ce programme sans remercier le PDG de la Moredio TV, c'est monsieur Fabien Vier. Monofond, à la réalisation de ce programme, le plus grand réalisateur d'Afrique centrale, j'ai nommé Serge V. Derrière les 1000 boutons de la technique, nous avons notre mini-minor Elisa Ablavi, à qui je fais un big up. Portez-vous bien et demain je vous donne rendez-vous à même heure, même fréquence, même page. Bye bye.